intelligente, chargée en bas. Hey, intelligente, hey, hey. Yeah, isma sa maam daa sadi comme dans tes rêves, nigga. Lan ngay wëri bu dee maa ngi yor li ngay seet, nigga. Jigéen la normal nu mool bopp bi face, nigga. Check, nigga. Bay sama tool maama di chop, nigga. Isma daa mool te deful BBL. Feguñ comme ñi dëkk sama koñ naanam so ATL. On te parle cash ici, personne pour te titiller, personne pour te valider. T'as pas idée, la nigga va te terminer. Ya ñaaw jarul xuloo yow ne ko massa sama. Mënuñu bokk niveau boo mënul ba fa. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entre terre et océan, se dessine un pays de contraste et de lumière, le Sénégal. Terre de tradition et de modernité, le Sénégal incarne une richesse culturelle profondément ancrée dans l'histoire, portée par un peuple reconnu pour son hospitalité légendaire, la Teranga. Ici, chaque sourire raconte une histoire, chaque regard, une fierté. Et au centre de cette énergie vibrante se dresse Dakar, capitale bouillonnante, tournée vers l'océan Atlantique. Une ville où le passé et le présent cohabitent, où les rues animées résonnent de klaxons, de voix, de musique et de vie. Dakar, c'est une mosaïque humaine, une population jeune, dynamique, en mouvement constant, des hommes et des femmes qui chaque jour façonnent leur avenir avec courage et détermination. Au lever du soleil, sur les côtes, la mer devient le théâtre d'un rituel immuable. Les pirogues colorées glissent sur l'eau, portées par des pêcheurs dont le savoir-faire se transmet de génération en génération. La vérité, les Sénégalais, les Ivoiriens, on est tous pareils. Dans les marchés, comme ceux que l'on retrouve un peu partout dans la ville, l'effervescence est totale. Les étals débordent de produits frais, les voix s'entremêlent, les négociations s'animent. Ici, le commerce est bien plus qu'une activité, c'est un art de vivre. Entre artisanat, transport, pêche, commerce et nouvelles technologies, les activités sont multiples, reflets d'un pays en pleine évolution. Mais au-delà de l'agitation, il y a une âme, une identité forte, une culture qui se vit, se chante, se danse. Le Sénégal ne se raconte pas seulement, il se ressent, et Dakar, dans toute sa splendeur, en est le cœur battant. Alors nous sommes au premier jour de notre périple ici à Dakar, et le premier site qu'on aura à visiter, c'est l'île de Gorée. Allez, on y va! Dès les premières lueurs du jour, une nouvelle aventure commence. Dans les rues animées de Dakar, notre aventurière se prépare à vivre une expérience chargée d'histoire et d'émotions. Direction, île de Gorée, cette petite île au large des côtes sénégalaises, connue à travers le monde pour sa mémoire et son héritage historique. Pour ce premier voyage, tout débute simplement, à bord d'un taxi. Après plusieurs minutes de trajet, elle arrive enfin au lieu d'embarquement. Face à elle, le port s'anime au rythme des voyageurs, des touristes et des habitants qui s'apprêtent eux aussi à rejoindre l'île. Mais avant de prendre le large, une étape importante l'attend, comprendre le fonctionnement de la traversée. Notre aventurière prend alors quelques renseignements auprès du personnel sur place. Horaire des départs, heure de retour, prix des tickets, conditions d'embarquement, elle cherche à mieux s'informer afin de préparer sereinement cette découverte. Dans cette atmosphère maritime portée par le vent et le bruit des vagues, l'excitation commence à monter. Car derrière cette traversée se cache bien plus qu'une simple excursion. L'île de Gorée est un symbole. Un lieu de mémoire, de culture et d'histoire, qui attire chaque année des visiteurs venus du monde entier. Et pour elle, ce premier jour marque le début d'une immersion profonde au cœur du Sénégal, entre découverte, émotion et aventure.
wër wiiri wiiri ba sonn fekk li doon wiiri jaru waaw alors sortie du port l'île devant vous d'accord si vous voulez prendre des photos prendre des films wante ñee ñele moo tax Ok, merci. on est dans le même marché. Ah, vous travaillez là-bas? Oui, on est des natifs de Gorée, on est nés là-bas, mais on tient des magasins. Moi aussi, tu as le temps, mon nom c'est Fatima. On est dans le même marché, oui. Elle aussi s'appelle Fatima. Fatima, mais moi aussi c'est Fatima, mais on est dans le même marché, mais pas dans la même boutique. Si tu passes, tu nous regardes, on n'a que ça, c'est le seul gagne-pain. Vous vendez quoi là-bas? On vend des habits, des tissus, tout, des secrets de femmes. Des secrets de femmes? Quel genre de secrets? Ce qu'on met autour de la taille, mais ma grand-mère, elle a plié dessus. C'est des bayas, mais bayas travaillés, c'est pas des bayas de n'importe quoi. Et ça fait quoi? Tu es marié? Non. Tu as un gazou? Comment? Tu as un petit ami? Ça va accélérer la cadence. Ah bon? Il va demander la main, il va faire tout ce que tu diras. Et puis c'est naturel? C'est naturel, moi c'est ça que j'ai mis. Ah, mais c'est ma grand-mère qui l'a fait, après je te montrerai ça. Ça embellit, non seulement ça embellit la taille, mais ça donne nickel. D'accord. Nickel. Là, le bateau est en mer. On est en partance pour l'île maintenant. On vient tout juste de décoller. Et on va faire, je crois, 20 à 30 minutes de mer avant d'arriver sur l'île. Là, au fond, devant nous, on voit un bateau de croisière. En tout cas, vous vous appelez comment? Fatoumata C. Fatoumata. On est des vendeuses là-bas. Vous vendez là-bas? L'île de Gorée, vous vendez quoi? On vend des habits, des tissus, des pagnes, plein de choses. Et vous êtes là-bas depuis combien de temps? On est né là-bas. Vous êtes né? On est né à l'île de Gorée, oui. Ah, d'accord, donc c'est chez vous là-bas. Donc vous allez bien nous accueillir là-bas. Bien sûr, Inch'Allah. Par grâce de Dieu. Et à part ce que vous vendez, vous faites quoi d'autre là-bas? Parce qu'à Gorée, les habitants, ils vivent que de la tourisme et de la pêche. Donc nous, les filles, on vend et les hommes, ils vont à la pêche. Ah, eux, ils vont à la pêche et puis vous vendez. C'est comme ça à l'île de Gorée. C'est super. Et donc les hommes ramènent de l'argent à la maison et vous aussi, vous ramenez de l'argent? Oui, et les poissons aussi, ils amènent ça à la maison. Pour préparer pour le dîner de la maison? Oui, pour les enfants et pour tout le monde ensemble. D'accord. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Oui, ça va chez vous? Oui, ça va bien. Vous vous appelez comment? Awa, Qu'est-ce que vous allez faire à l'île de Gorée? tu travailles Gorée. Vous habitez là-bas ou bien vous peut-être juste travailler? J'habite à Dakar, je travaille Gorée. Vous habitez là-bas et vous travaillez là-bas? Non, elle habite à Dakar, Dakar. elle travaille à Gorée. Ah d'accord. Vous faites quel genre de travail là-bas? Oui. Le mois. Tu vends des souvenirs, il y en a des boubous, il y a des colliers, il y en a des pareils, il y a des nappes de table. Il y en a C'est des... comme un marché artisanal quoi. Vous vendez tout ce qui est artisanal là-bas? Il y a un marché comme ça, oui. C'est artisanal. Ouais. Anti ça, il Donc ça fait combien de temps que vous êtes là-bas? 20 minutes. Ça fait combien de temps? 5 ans, 5 ans, xam naa. Ça fait 5 ans que vous êtes là-bas et les affaires marchent bien? Ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Donc vous arrivez à vous en sortir avec ce que vous vendez là-bas et tout? Oui, oui, oui. D'accord, merci beaucoup.
Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs types de voyageurs. Il y a ceux qui viennent pour visiter comme les touristes. Ils viennent de partout ailleurs, de l'Europe, de l'Amérique, même de l'Asie et aussi de l'Afrique. Et il y a ceux même qui vivent à Dakar ici, qui viennent pour aller sur l'île pour vendre. Ils vont vendre toutes sortes de choses, que ce soit artisanal, que ce soit des habits et tout. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui vendent là-bas. Donc il y a des Dakarois qui vont sur l'île chaque jour pour vendre. Et aussi ceux même qui vivent, les natifs même de l'île de Gorée aussi, qui font le voyage à chaque fois pour pouvoir attirer les clients, les différents touristes. L'île de Gorée est l'un des lieux les plus historiques et symboliques du Sénégal et même de toute l'Afrique. Située à quelques kilomètres de Dakar, cette petite île a connu plusieurs périodes importantes de l'histoire. À l'origine, Gorée était habitée par des pêcheurs lébous avant l'arrivée des Européens. À partir du XVe siècle, les Portugais furent les premiers Européens à s'y installer. Ensuite, l'île passa successivement sous le contrôle des Hollandais, des Anglais et des Français, car sa position stratégique était idéale pour le commerce maritime. Mais ce qui a surtout rendu Gorée célèbre dans le monde entier, c'est son rôle dans la traite négrière transatlantique. Entre le XVIe et le XIXe siècle, l'île servait de point de transit pour des Africains réduits en esclavage avant leur départ vers les Amériques. Des hommes, des femmes et des enfants étaient enfermés dans des cellules étroites dans la maison des esclaves en attendant d'être embarqués sur des navires négriers. L'endroit le plus marquant reste la célèbre porte du voyage sans retour. Cette porte ouverte sur l'océan symbolise le dernier passage de nombreux captifs quittant définitivement leur terre natale. Elle est devenue un symbole mondial de mémoire et de recueillement. Après l'abolition de l'esclavage, Gorée perdit progressivement son importance commerciale. L'île devint ensuite un lieu administratif et résidentiel sous la colonisation française. Là, on vient de débarquer sur l'île. On voit déjà la pancarte où il est écrit « Bienvenue à l'île de Gorée ». Aujourd'hui, elle est connue pour son patrimoine historique, ses maisons colorées et ses rues calmes. En 1978, UNESCO a classé l'île au patrimoine mondial afin de préserver sa mémoire et son importance historique. Chaque année, des visiteurs du monde entier viennent à Gorée pour découvrir son histoire, rendre hommage aux victimes de l'esclavage et mieux comprendre une partie douloureuse de l'histoire de l'humanité. Là, nous sommes devant l'entrée de l'île de Gorée et c'est marqué « Bienvenue à l'île de Gorée ». Donc nous sommes les bienvenus à l'île de Gorée. On va poser le pied sur le sol de l'île maintenant. À tout à l'heure. Là, on pose le pied sur le sol de l'île maintenant. Waouh! C'est comme un retour dans le temps. Venez, on s'en va. Après quelques instants passés à observer l'agitation du port, notre aventurière aperçoit enfin celui qui l'accompagnera durant cette découverte. Notre visite va commencer à la maison, on ira là-bas à 11h30. Donc là, on va visiter cette partie. Voilà, et on va attendre 11h30, on va aller à la maison des esclaves. D'accord. Donc, je m'appelle Abdoulaye, j'habite ici. Donc Gorée est une petite île à la grande histoire. Elle fait 900 mètres de long sur 300 mètres de large, pour une population d'environ 2000 habitants, en majorité musulmane. Donc musulmans et catholiques ils vivent en parfaite harmonie, comme un peu partout d'ailleurs au Sénégal. Donc ici, il y a des catholiques aussi ici. Des catholiques, il y a des musulmans, mais majorité musulmane. Ah, d'accord. Donc cette île a été découverte par des pêcheurs sénégalais qu'on appelle communément les Lébous. C'est une grande communauté qui vit à Dakar et un peu partout sur la petite côte. Ces Lébous, ce sont eux qui sont les premiers à venir sur cette île, mais ils n'habitaient pas à Gorée. Ils venaient juste sécher leurs poissons ici et repartir sur Dakar le soir. Mais parmi les Européens, ce sont les Portugais qui sont les premiers Européens à occuper cette île en 1444. Avant l'arrivée de ces Portugais, l'île était déserte, il y avait que des palmiers. Et c'est pour cela que ces Portugais ils ont appelé l'île Île à des Palmas, l'île aux palmiers. C'est le premier nom que les Portugais ont donné. Donc il y avait un premier nom. Avant l'île de Gorée, il y avait un premier nom. L'île de Gorée s'appelait Ber. Ber. Ber, B-2-E-R. Ber veut dire il y avait une plante ici à l'époque, ici à Gorée, une petite plante qu'ils appelaient, la plante s'appelait Ber.
Donc le Ber, le premier nom de cette île était Ber. Les Lébou l'avaient appelé Ber. Mais quand les Portugais sont venus, eux, ils l'ont appelé Île des Palmas, l'île aux palmiers. C'est le premier nom que les Portugais ont donné à cette île de Gorée. Il n'y avait pas de bâtiment. Donc ils ont conçu le premier bâtiment sur l'île en 1481. Et ce bâtiment était une petite chapelle sur l'actuel poste de police de l'île de Gorée. On passera tout à l'heure voir ce premier bâtiment conçu par les Portugais. Et Gorée avait une position stratégique. Beaucoup de colonies européennes voulaient occuper l'île pour faire le commerce des esclaves. Et c'est pour ça qu'il y a eu une guerre de succession entre ces colonies. Et Gorée présentait beaucoup d'avantages pour les marins européens. Il y avait un mouillage sûr pour les marins, la proximité d'un continent qui est l'Amérique, qui présentait de grandes possibilités de commerce. Et la prospérité de l'île de Gorée fut liée au commerce dont celui des esclaves. Donc autant de raisons pour que ces grandes puissances européennes se disputent l'île de Gorée. Et les Portugais sont restés ici de 1444 jusqu'à 1588. Et là sont venus les Hollandais. Ils ont chassé les Portugais, ils ont repris l'île. Et ces Hollandais, ce sont eux qui ont donné à l'île de Gorée son nom actuel. Et ils ont appelé l'île Goederede. Voilà, et eux, la prononciation, ils disent Goederede. C'est en quelle langue? C'est en hollandais. Ils ont appelé l'île Goederede, cela veut dire un bon port. C'est à partir de ce mot hollandais Goederede qu'est venu l'actuel nom de Gorée, qui signifie en langue nationale la dignité. Ah d'accord, donc Gorée c'est en Wolof. En Wolof, ça veut dire la dignité. Ah d'accord. Et ces Hollandais aussi, ils sont restés sur cette île jusqu'à l'arrivée des Français en 1677. Après les Français, les Anglais en 1693. Mais eux, les Anglais, ils ont duré sur l'île de Gorée. Une fois qu'ils ont repris l'île des mains des Français, ils sont restés ici faire le commerce des esclaves sur toutes les côtes de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à 1817. Et là sont revenus les Français pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, ils ont chassé les Anglais. Et les Anglais sont partis se réfugier en Gambie. Vous voyez que la Gambie est au milieu du Sénégal. Et la Gambie est un pays anglophone. Donc une fois chassés par les Français, ils sont partis se réfugier en Gambie. Ils ont fait 5 tentatives pour reprendre l'île de Gorée des mains des Français. Finalement, ils ont échoué. Là, ils ont signé un traité avec la France. Eux, ils sont restés définitivement en Gambie. Et les Français, ils sont au Sénégal, particulièrement sur cette île de Gorée, jusqu'à l'indépendance du Sénégal en 1960. Et ce sont ces mêmes Français qui ont fait abolir l'esclavage en 1848 par Victor Schorcher. En parlant d'esclavage, l'esclavage a duré 350 voire 400 ans sur l'île de Gorée. C'est de 1536 jusqu'à 1848. Et Gorée n'était pas le plus grand centre de transit de toute l'Afrique de l'Ouest. Par des maisons d'esclaves comme celles que nous allons visiter, il y en avait un peu partout en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, au Ghana, au Bénin, en Gambie, en Guinée, etc. Mais Gorée était le centre de transit le plus important parce que Gorée est plus proche des côtes américaines. Donc de toute l'Afrique de l'Ouest, Gorée est plus proche des côtes américaines. Entre Gorée et Brésil, c'est 7000 km. Donc c'est pas loin. C'est pas loin de l'Amérique. Ah d'accord. L'Amérique c'est ce côté-là. Entre Gorée et Brésil, c'est 7000 km. C'est pour cela 15 voire 20 millions d'esclaves venant un peu partout de l'Afrique de l'Ouest ont transité par cette île pour aller travailler dans les plantations en Amérique. Et plus de 6 millions sont morts de privation et de mauvais traitements. Et à Gorée, tous les bâtiments voyés en bordure de mer, la plupart étaient des maisons des esclaves. Il y en avait plus d'une vingtaine. Et pourquoi ces maisons, on les appelait des maisons des esclaves? Une fois que les esclaves sont ici dans cette île de Gorée, avant de prendre les bateaux pour aller aux Amériques, ils les mettaient dans ces bâtiments-là. 2 voire 3 mois, ils attendaient l'arrivée du bateau. C'est pour ça que ces maisons, on les appelait des maisons des esclaves. Il y en avait plus d'une vingtaine. Certaines d'entre elles ont complètement disparu, d'autres ont été rachetées par des privés sénégalais à l'État du Sénégal. Maintenant, ces maisons sont devenues des maisons privées. Et la dernière en date de celle qu'on va visiter, qui a été rachetée à ces derniers propriétaires par l'État du Sénégal, pour rappeler à tout Africain qu'il ne partit de lui-même à transiter par cette maison des esclaves. Donc là, quelle histoire! À 11h30. On va faire un tour, après on ira là-bas à 11h30. Monsieur Kaba, il faut clarifier Nini 11h, parce que nous avons des clients qui vont venir à 11h. Voilà, comment ça va se passer? Alors, on a des restaurants un peu partout. Là, c'est un restaurant aussi, où tout le monde peut manger à tout moment. Quand tu as faim, tu viens, tu manges sans souci. Je crois que le menu est abordable et accessible à tous. En avançant à travers les ruelles calmes de l'île, loin du bruit de la ville, notre aventurière découvre un décor presque hors du temps. Les maisons colorées, les chemins étroits et le silence porté par le vent marin donnent à l'endroit une atmosphère unique, à la fois paisible et profondément marquante. Mais derrière cette beauté se cache une histoire lourde de mémoire. À chaque pas,
le guide partage des récits, des faits et des souvenirs qui ont marqué l'île à travers les siècles. Notre aventurière écoute attentivement, cherchant à comprendre toute l'importance culturelle et historique de ce lieu devenu un symbole pour le monde entier. Pour elle, cette visite n'est plus simplement une découverte touristique. C'est une immersion dans l'histoire, une rencontre avec la mémoire, et le début d'une aventure humaine qu'elle n'est pas prête d'oublier. On l'appelle le jardin Michel Adamson. Michel Adamson, c'est lui qui a fait l'expérimentation du baobab. Ils lui ont donné son nom, le nom scientifique du baobab. C'est Adamsonia digitata, c'est le nom scientifique du baobab. Donc ici aujourd'hui, c'est un centre sportif de loisirs pour les jeunes de l'île de Gorée. Nous avons un terrain de basket, un terrain de football. Et là, vous voyez ce bâtiment-là, c'est le centre d'hébergement des joueurs de l'IS Gorée. Nous avons une équipe de première division qui s'appelle l'IS Gorée. Là, c'est le baobab qui est là. Ça, c'est un baobab. Ces deux baobabs ont été plantés ici en 1990 par Danielle Mitterrand, la femme de l'ancien président français. Donc, quand elle a visité l'île de Gorée, elle voulait marquer son empreinte ici. Elle a acheté deux petits baobabs et les a plantés ici. Et ces baobabs-là, maintenant, ont grandi. Mais il n'y a plus de feuilles. C'est comme ça que vit un baobab. Le baobab, après la saison des pluies, il perd toutes ses feuilles. Et à partir du mois de juin, du mois de mai, il commence à reprendre les feuilles. Quand les racines conservent des millions et des millions de litres d'eau. C'est comme ça que vit un baobab. Une voire 2 semaines pour qu'ils puissent s'adapter aux conditions de vie des bateaux qui les transportaient dans les plantations en Amérique. C'est pour ça que ces bâtiments étaient construits en forme de bateau. Donc une fois l'esclavage terminé, ces bâtiments étaient habités par les signards de Gorée. Les signards, ce sont des filles métisses qui sont nées de pères blancs et de mères esclaves. Ce sont ces filles qu'ils appelaient les signards de Gorée. Ce bâtiment a été habité par la signare Victoria Albis. Après, ça a été transformé en musée de la femme. Et les signards, ces signards-là, ils avaient un statut particulier. C'était des femmes très, très, très belles, mariées à des hommes très riches qui faisaient de la traite négrière. On les appelait des signards. Signard vient du mot portugais, senhora. Et ce qui est dommage, vers la fin de cette traite négrière, ces signards se sont impliqués dans le commerce des esclaves. Elles ont continué le travail que faisait leur papa. Ah, donc elles aussi, elles étaient devenues comme les maîtresses qui exploitaient. Ok. Alors qu'elles descendaient aussi d'esclaves. Quelle ironie. Le bâtiment rouge, c'est la dernière maison d'esclaves qu'on va visiter. On va passer par là, on va prendre les photos. D'accord. Notre aventurière poursuit son immersion au cœur de l'île de Gorée. Avant de pénétrer dans l'un des lieux les plus marquants de cette île chargée d'histoire, elle se dirige vers la billetterie afin d'acheter son ticket d'entrée pour la maison des esclaves. Donc là, on a les tickets pour la maison des esclaves. 1500 chacun. Un endroit symbolique, témoin silencieux d'un passé douloureux, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont vu leur destin basculer à jamais. À l'intérieur, un guide viendra accueillir les visiteurs pour partager, à travers un bref récit, l'histoire de ce lieu emblématique. En remémoire, émotion et transmission, cette visite permettra à notre aventurière d'en apprendre davantage sur les événements qui ont marqué Gorée et l'histoire de la traite négrière. Auront l'autorisation de sortir une seule fois dans la journée, manger et aller au bord de la mer se laver. Ils vont sortir encore une deuxième fois. Ils vont retourner dans les cellules, là où ils feront toute leur humanité jusqu'au lendemain. D'ailleurs, ce bâtiment est composé de 14 cellules pour le rez-de-chaussée. La partie haute appartenait aux marchands, les négriers. C'est dedans où ils logeaient. Et toujours pour ce bâtiment, en vérité, à l'origine, les deux chambres qui sont là n'existaient pas. Il n'y avait pas de devanture. C'était la cour. C'était à l'africaine, bien sûr. Chers visiteurs, pour le parcours de ce bâtiment, nous allons commencer par ces 5 cellules.
les deux qui sont là avec moi à ma gauche et les 3 à ma droite. Pourquoi ces 5 cellules? Parce que nous les considérons comme identiques. Identiques parce qu'elles en ont presque la même mesure. 2,60 mètres sur 2,60 mètres. Et malgré ces petites dimensions, ces cellules pouvaient recevoir 15 jusqu'à 20 hommes par cellule. Et les hommes qui devraient entrer dans ces 5 cellules doivent avoir 60 kg et plus. Retenez donc que pendant la traite négrière, tous les hommes qui ont quitté l'île de Gorée pour aller dans les Amériques avaient au minimum 60 kg. Toujours à ma droite, vous allez à l'angle, en 4e position, vous allez trouver la cellule des enfants, celle des mineurs. D'ailleurs, c'était la cellule la plus meurtrière du bâtiment. Nous ne pouvons pas dire exactement combien d'enfants ils mettaient dedans. Mais ce qui est sûr, la plupart du temps, la cellule des enfants se remplissait. Et cette mauvaise condition faisait que beaucoup d'enfants tombaient malades et ils mouraient. Chers visiteurs, après les enfants, en 5e position, c'était la cellule des jeunes filles. Celles qui sont considérées comme vierges. Et pour la sélection des jeunes filles, je m'en excuse les dames à l'avance, elles se faisaient par les seins. Si elles commencent à pousser, ils prétendent que normalement elles doivent être vierges. Et si la virginité est confirmée, les jeunes filles deviendront des privilégiées. Elles seront entretenues. Elles ne seront plus enchaînées comme les autres. Elles auront même le droit de changer d'accoutrement, de se réhabiller de temps en temps. Et là aussi, il faut comprendre pourquoi elles étaient des privilégiées. Retenons que pendant la traite négrière, dans la charte européenne, il a été interdit aux hommes, aux négriers, d'amener leur famille en Afrique. Donc ils ne venaient pas avec leurs femmes. C'était que des hommes qui étaient là tout au long de la traite négrière. Et ce sont ces hommes qui vont s'intéresser à ces jeunes filles. Et quand je dis intéresser, cela ne veut pas dire qu'il y avait consentement. Cela ne veut pas dire que ces jeunes filles étaient d'accord de la relation. En vérité, qu'elles étaient violées. Oui, elles étaient violées. Et quand les grossesses commencent à apparaître, les jeunes filles seront libérées. Mais pas pour retourner dans le continent. Elles seront libérées, certaines seront prises comme des épouses et d'autres vont rester dans le concubinage. D'ailleurs, à l'époque, la dame la plus célèbre de toute l'île de Gorée, elle s'appelait Anne Pépin. Et Anne Pépin, elle était la concubine du gouverneur, le chevalier de Boufflers. Et lorsque le gouverneur est retourné en France, la dame Anne Pépin est devenue la première des propriétaires de ce bâtiment où nous sommes aujourd'hui exactement. Anne Pépin, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres jeunes filles, des mulâtresses ou des métisses qui jouaient ce même rôle. Ici à Gorée et à Saint-Louis du Sénégal, ils les appelaient les signards. Signard est dérivé du mot señora, en portugais qui veut dire madame. Et ces mesdames vont changer de statut social. Elles vont devenir des grandes dames. Elles vont devenir des intermédiaires, bien sûr. Nous venons de terminer avec les jeunes filles. C'est autour des inaptes temporaires. Pour atteindre les 60 kg, ils vont consommer beaucoup d'haricots mélangés avec de l'huile de palme comme sauce. Oui, ils seront engraissés. Et la durée de la consommation de ce produit va dépendre de l'arrivée des bateaux qui vont quitter l'Europe. Le voyage entre l'Europe et l'Afrique à l'époque, ça peut durer 3 mois jusqu'à 3 mois et demi de parcours. Et quand ces bateaux arriveront ici à Gorée, normalement beaucoup de ces inaptes auront au minimum les 60 kg et ils feront le voyage comme tous les autres. Après les inaptes temporaires, c'est autour de la classe que j'admire le plus. Ceux qui s'est révoltés, ceux qui réclamaient leur liberté, ceux qui n'avaient pas voulu quitter le continent. D'ailleurs, parfois, ils agressaient même les maîtres. Maintenant, pour les calmer ou pour les punir,
il les introduisait dans ces deux cellules qui sont là. Les escaliers qui sont là avec nous. De l'autre côté, il y a de petites portes. Après, vous allez vérifier et voir. Vous allez constater que nous qui sommes là, surtout les adultes, personne d'entre nous ne peut s'introduire à l'intérieur pour se mettre debout à l'aise. C'est impossible. Et retenez bien, à l'époque, ceux qui arrivaient ici, surtout les hommes, ce n'était que de la qualité. Beaucoup d'entre eux, ils étaient grands et ils avaient une certaine corpulence. Nous ne pouvons pas dire exactement combien de personnes ils mettaient dans la journée. Mais ce qui est sûr, même si c'était une seule personne, il y avait de la souffrance. C'est pour vous dire qu'en vérité, la traite négrière est l'une des premiers crimes contre l'humanité. Heureusement, ce 25 mars 2026, le mercredi passé, à l'ONU vient d'être adoptée traite négrière comme l'une des plus graves crimes au monde. Malheureusement, 3 des pays de ce monde n'ont pas voulu voter. Les États-Unis d'Amérique, Israël, Argentine, mais ils ont leur raison à eux. Nous félicitons le Ghana qui a pris ce projet en charge, bien sûr. Donc, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, la traite négrière est considérée comme l'une des plus graves crimes au monde, bien sûr. Maintenant, nous attendons les conséquences. Après de ces deux cellules, à l'intérieur, nous avons la cellule la plus vaste. Elle pouvait prendre à l'époque 20, 25, voire 30 femmes. Et quand je dis la femme, c'est la maman qui a commencé à faire des enfants. Malheureusement, la maman n'était pas entretenue. La maman était laissée seule, presque torse nu, laissée comme elle est arrivée. D'ailleurs, même en prix de vente, la fille qui est considérée comme vierge était 4 fois plus chère que la maman. La maman deviendra intéressante et utile une fois arrivée dans les Amériques vendues. La maman va commencer à travailler comme les hommes. Chers visiteurs, revenons dans la cellule de la maman. Une fois dedans, vous allez trouver un bassin rempli d'eau. Le bassin représente le ventre de la maman à l'état de la grossesse. Et l'eau qui est dedans, ce sont les enfants, c'est la vie. Aujourd'hui, nous voulons honorer la cellule de la maman. Nous voulons que la cellule de la maman devienne un lieu de prière, un lieu de méditation ou encore un lieu de libation. Chers visiteurs, retenez aussi que le continent africain n'a jamais été l'apanage de l'esclavage. L'esclavage n'est pas né en Afrique, elle est universelle. D'ailleurs, elle est née exactement en Mésopotamie, dans l'ancienne Babylone, en Irak, dans le Koweït. C'est là-bas où l'esclavage a pris naissance et elle s'est éparpillée partout dans le monde. Chers visiteurs, le continent africain où nous sommes aujourd'hui était aussi le symbole de l'immigration forcée et choisie. À l'époque, les hommes et les femmes qui ont quitté ce continent n'ont jamais été des volontaires pour aller dans les Amériques. Ce n'est pas eux qui avaient décidé de quitter le continent, mais ils étaient obligés de partir. D'ailleurs, ce n'était que de la qualité qui a été choisie. Et le jour du départ, ils vont tous traverser la porte qui est au fond derrière vous. Nous l'appelons la porte du voyage sans retour. C'est la porte de l'adieu. Une fois la traversée, personne ne peut revenir en arrière. Soit ils arriveront tous à destination dans les Amériques, soit certains d'entre eux vont mourir durant la traversée. Mais quoi qu'on dise, la majorité d'entre eux arriveront dans les Amériques. Voilà, ces visiteurs, l'île de Gorée où nous sommes aujourd'hui, bien sûr, est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Et chose plus intéressante, cette île en fait partie parmi les 12 premiers sites au monde, inscrite en premier lieu sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sur le plan stratégique, l'île de Gorée est aussi la partie de l'Afrique la plus sécurisée pendant la traite négrière. C'est la raison pour laquelle tous les pays que je viens de citer à l'amont se sont concurrencés entre eux pour la possession de l'île de Gorée. Et sur le plan géographique, l'île de Gorée est la partie de l'Afrique la plus occidentale. C'est-à-dire, c'est la partie la plus proche des côtes antillaises et du Brésil. D'ailleurs, c'est grâce à sa proximité avec le Brésil que ce dernier a reçu à lui seul 45,5% des esclaves qui ont quitté le continent africain. La destination, c'était le Brésil.
Voilà, chers visiteurs, pour terminer bien sûr, retenez tout simplement que nous sommes dans un sanctuaire. Et vous serez d'accord avec moi qu'un sanctuaire est un lieu à honorer, un espace à respecter. Et c'est ce que les autorités du Sénégal ont compris. Et le premier président qui était Léopold Sédar Senghor, d'ailleurs même c'était un académicien avant de mourir, un homme de culture, un universaliste, un homme qui aimait beaucoup le métissage. C'est lui qui avait compris les enjeux de l'histoire. Et il a tout fait, avant de quitter ce pays, il a maintenu ces lieux comme symbole de la déportation des Noirs. Bien qu'aujourd'hui, Léopold n'est pas avec nous, mais son rêve s'est réalisé. Et son rêve n'est rien d'autre qu'au présent, nous qui sommes là. Il voulait que ces lieux soient un lieu de rencontre, un lieu de mélange, un lieu où toutes les communautés du monde viendront pour apprécier ce qui s'est passé ici. L'appréciation peut être positive ou négative, ça c'est la liberté, il va de soi. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, nous voulons que ce sanctuaire demeure pour toujours un lieu de paix, un lieu de pardon et un lieu de réconciliation pour toute l'humanité. Merci beaucoup, vous pouvez continuer la musique. Après le discours du guide, notre aventurière poursuit cette immersion au cœur de l'histoire en parcourant les différentes salles de la Maison des Esclaves. Aux côtés de son guide, elle découvre progressivement les pièces étroites et sombres où étaient retenus des hommes, des femmes et des enfants, séparés de leur famille et privés de toute liberté. À mesure que la visite avance, l'atmosphère devient plus lourde. Les murs usés par le temps, les cellules exiguës et le silence qui règne dans les couloirs semblent encore porter les traces des souffrances vécues ici il y a plusieurs siècles. Chaque espace raconte une histoire, chaque détail rappelle la dure réalité qu'ont traversé des milliers de personnes avant leur départ forcé vers l'inconnu. Le guide partage alors plusieurs explications sur les conditions de vie des captifs, leur quotidien, ainsi que les longues attentes qu'ils enduraient avant d'être embarqués loin de leur terre natale. C'est vraiment insupportable d'être ici, franchement. Les gens n'avaient pas de cœur de laisser des personnes ici à l'intérieur et puis on les entassait en plus. Tant que ça pouvait prendre du monde, on les entassait. Ça a une odeur vraiment nauséabonde. C'est tellement petit, puis laisser des êtres humains, franchement. Face à ces récits bouleversants, notre aventurière prend un moment pour observer autour d'elle, essayant d'imaginer la peur, la tristesse et l'espoir qui habitaient ces lieux. Quand les esclaves partaient, ils étaient enchaînés 2 à 2 avec une boule en fer au milieu des chevilles. À chaque fois que l'un d'eux s'est dévasé, forcément il a entraîné l'autre. Au fil de cette découverte, la visite dépasse le simple cadre historique. Elle devient un véritable moment de mémoire et de réflexion, permettant à notre aventurière de mieux comprendre l'importance de préserver l'histoire de Gorée afin que les générations futures n'oublient mais ce qui s'est passé entre ces murs. See you por nekk fii, see you por génn ci Tànn ma ennemi, tànn ma génn fii No way ci biir dugg si fii nii du paradis boo amul lekk bi Yàgg ci xeex bi job bi rek fayal fi bës bi mooy indi jees Sa moom doo indi beef, gari sa mind shit Mama du barke wali aw ma xaalis pour mën a jàngi am naa mbokk yu ma bëggul gis Pour ñoom je suis perdu noto avenir Ba dañu may sikka ni kafaar Pour ñoom defuma effort Bës bi lay jëli dinero Te de teral mama gère comme héros Vous avez entendu parler de Blaise Diagne. L'aéroport. Exactement, de notre aéroport nous tous. L'aéroport Blaise Diagne, voilà, c'est le nom de l'aéroport Blaise Diagne. Il fut le premier député noir africain à l'Assemblée nationale française. Donc c'est lui qui faisait le recrutement des filières sénégalais pour la France lors de la guerre 14-18. Le premier député noir africain à l'Assemblée nationale française. Il fut maire de Dakar, sous-secrétaire d'État des colonies, député ici au Sénégal. Blaise Diagne, il est né ici dans cette maison. Il est né ici dans cette maison en 1872. Et son vrai nom, il s'appelait Gelaye Mbaye Diagne. Il a été adopté par une famille métisse descendante d'esclaves. Sa maman était domestique, elle travaillait pour cette famille. Il a changé de religion, il est devenu catholique, ils l'ont appelé Blaise. Et quelques années plus tard, il est revenu musulman. Et encore catholique. Tantôt musulman, tantôt catholique. Finalement, on ne savait pas quelle religion il appartenait. Il était indécis. Ah, on ne sait pas. Quand il est décédé en France en 1934,
son corps transféré ici. Les musulmans ont refusé de l'enterrer dans le cimetière. Donc à Dakar, à côté du village artisanal de Soumbédioune, il y a un cimetière là-bas qui s'appelle les abattoirs. On l'a enterré devant ce cimetière-là, mais pas à l'intérieur. Il est aussi accusé de franc-maçonnerie. Donc il disait qu'il faisait partie des premiers francs-maçons noirs. Il s'est créé des problèmes tout seul. Un grand nom comme ça. Maintenant, il y a une autre famille sénégalaise qui habite ici. Blaise Diagne, il habitait en France avec sa famille. Vous savez qu'à l'époque, avant l'indépendance du Sénégal, quand tu es né ici à Gorée, tu as automatiquement la nationalité française. Donc 4 communes étaient concernées, Gorée, Dakar, Saint-Louis, Rufisque. Notre aventurière continue la visite de l'île de Gorée aux côtés de son guide et des autres touristes. En parcourant les petites ruelles calmes de l'île, le groupe arrive devant un impressionnant établissement scolaire, le lycée d'excellence Mariam Abba. Le guide explique alors que ce lycée, créé en 1978, est l'un des établissements les plus prestigieux du Sénégal. Il accueille de jeunes filles venant de plusieurs régions du pays, sélectionnées pour leurs excellents résultats scolaires. Cet internat d'excellence est reconnu pour la qualité de son enseignement et pour avoir formé de nombreuses femmes devenues cadres, entrepreneurs ou responsables dans différents domaines. Un peu plus loin, notre petit groupe poursuit sa découverte des ruelles paisibles de l'île de Gorée avant d'arriver devant une vieille église chargée d'histoire, église Saint-Charles-Borromée de Gorée. Construite au XIXe siècle, cette église est considérée comme l'un des plus anciens édifices religieux catholiques de Dakar et de l'île. Avec ses murs aux couleurs claires, son architecture sobre et son atmosphère silencieuse, elle contraste presque avec les lourds souvenirs que porte Gorée. Notre aventurière découvre alors un autre visage de l'île. Après les récits douloureux liés à la traite négrière, cette église symbolise aussi la foi, l'espoir et la reconstruction d'une communauté qui a traversé des siècles d'histoire. À l'époque coloniale, elle servait de lieu de rassemblement pour les habitants, les familles métisses de l'île, mais aussi pour certains voyageurs et marins de passage. Salam alaikum. Malikum salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah, la santé? Ça va par la grâce de Dieu. Et c'est comment ici le commerce? Comment ça se passe? Très compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est pas comme avant maintenant. C'est pas comme avant. Avant c'était comment? Avant c'était plus touriste, plus tranquille. Maintenant tout le monde sait que Gorée c'est l'histoire est là. Il y a tellement la concurrence. Donc il y a des femmes comme toi aussi qui viennent maintenant nombreuses pour vendre comme toi. Il y a des mamans africaines, des vieux, mais la plupart c'est des jeunes comme nous qui sont des boutiques ici. De laisser passer. Ils ont même des surnoms. Ceux qui viennent dans le bateau et qui retournent le soir. Ah d'accord. Vous habitez Gorée? Les Goréens, on vit ici. On est natifs. Et on nous a appris que les clients n'aiment pas coller, n'aiment pas forcer. Mais la plupart, certaines de clients, c'est au lieu de décider à eux-mêmes, c'est les guides qui décident à la place. Parce qu'ils amènent le gain comme les entrées. Donc nous qui vivons là, des vrais Goréens, on nous a appris que les clients n'aiment pas coller. Donc après la fin, ils vont comprendre qu'il y a les natifs de Gorée et des natifs de Dakar. Je comprends. Donc ça fait qu'ils sont plus attirés vers... Parce qu'elles collent plus les touristes, alors que vous restez dans votre coin et tout. Voilà. Parce que là, le point culminant, le Castel, en même temps, des vrais Goréens qui vivent ici, qui connaissent mieux l'histoire que les autres. Mais le problème, voilà, depuis le départ des saisons, le corona, les vols, tout ça, là, il y a pas mal de touristes qui viennent. Mais dès qu'ils ont les guides, après la fin, ils vont comprendre qu'il y a des Goréennes. Et voilà, c'est très compliqué. Je comprends, maman. On compatit à ta douleur. On espère que ça va aller. On espère que Allah va bénir ton commerce pour que ça avance et tout. Malgré toute la concurrence, on espère que tout va bien se passer. Chaque jour, tu auras des clients qui viendront prendre des articles comme souvenirs. Tu vas voir que ça va marcher, ça va réussir. Donc, merci beaucoup, maman. Que Dieu te garde. Merci vous aussi, pareillement. Merci pour le travail aussi. Et merci pour l'explication, tout. Merci. Ainsi s'achève notre aventure sur l'île de Gorée. Entre découvertes, émotions et moments de réflexion, cette île nous aura rappelé l'importance de la mémoire et la force des histoires qui traversent le temps. Notre aventurière quitte Gorée avec le cœur rempli d'images inoubliables, les ruelles colorées, le bruit des vagues, les regards croisés au fil de la visite, mais surtout les récits bouleversants qui font de cette île un lieu unique au monde. Mais au-delà de son passé, Gorée reste aussi un symbole de paix, de résilience et d'espoir. Un endroit où l'histoire continue de vivre pour transmettre un message aux générations d'aujourd'hui et de demain. Il est maintenant temps pour notre aventurière de reprendre la route, mais l'aventure ne fait que commencer.
Dans le prochain épisode, elle mettra le cap vers l'île de Fadiout, plus connue sous le nom de l'île aux coquillages. Un lieu fascinant construit presque entièrement à partir de coquilles accumulées au fil des siècles. Entre traditions, paysages uniques et nouvelles découvertes, une autre page de cette aventure africaine s'apprête à s'écrire.